Le moniteur cardiaque dans la chambre 221 de l'hôpital St. Lucas à New Britain avait ce rythme régulier comme un métronome qui essayait trop fort d'être réconfortant. Puis il a sauté un battement, a traîné, et j'ai su ce qui allait arriver. Je ne voulais tout simplement pas l'admettre. J'avais 36 ans à l'époque, je faisais des livraisons pour Midstead Beverage depuis Hertford. Juste un livreur de bière selon ma femme et le seul assis dans cette chambre d'hôpital pendant que ma belle-mère Lucie Hartman était en train de mourir. L'endroit sentait l'antiseptique et cette douce décomposition métallique que l'on n'oublie pas une fois qu'elle vous frappe au nez. Cette odeur qui dit que c'est le dernier arrêt. Un match de baseball en sourdine passait sur la télé murale. Pas de volume, juste des joueurs qui bougeaient comme des fantômes en boucle. Je gardais les yeux dessus parce que regarder l'horloge était pire. Avant de commencer, dites-nous de quelle ville ou de quel pays vous nous écoutez. Voyons de quel coin du monde nous nous sommes réunis aujourd'hui. Merci. Et maintenant, l'histoire. L'infirmière Carlo passait la tête toutes les heures, demandant si j'avais besoin de café ou de quelque chose du distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de lui dire que j'allais bien. Elle ne me croyait pas, mais elle a cessé d'insister. Elle voyait ce que je faisais. J'attendais, non pas que Lucille décède, mais que sa fille et son fils se présentent. Ils ne l'ont pas fait. J'avais appelé Avery 9 fois ce jour-là, laissé des messages vocaux, des textos. Tyler aussi. 5 appels pour lui. Ils ont répondu une fois chacun. Ils m'ont dit qu'ils étaient en réunion, mais qu'ils passeraient bientôt. Puis plus rien. Juste des émojis stupides de pouces en l'air comme si nous confirmions des plans pour un brunch. Je jure que si j'avais reçu une autre main de dessin animé de l'un d'eux, j'aurais peut-être jeté mon téléphone au poste des infirmières. Lucille n'avait pas parlé depuis plus d'une journée. Juste une respiration superficielle, haletante. Mais alors, juste au moment où je lui racontais quelque chose de stupide sur le chien de son voisin qui avait enfin arrêté d'aboyer après le facteur. Elle a tendu la main et m'a attrapé le poignet comme si elle avait 50 ans de moins. Il pense que je ne sais pas, a-t-elle murmuré, la voix frêle mais perçante. Je me suis penché, le cœur battant, et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a secoué la tête. N'appuie pas sur le bouton d'appel. Ses yeux se sont fixés sur les miens, soudainement plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des jours. Avery et Tyler ne viennent pas. Ils ne venaient pas hier non plus. Sa main s'est resserrée. Il y a une clé pour toi. Garde-meuble, route 5, unité 193, Martinfeld. Seulement après. Seulement après quoi? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu tout de suite, me fixant simplement comme si elle mémorisait quelque chose. Puis elle a dit, promets-le-moi. J'ai hoché la tête. Ouais. D'accord. Je te le promets. Parce que quand une femme mourante demande, on ne discute pas. On ne demande pas de clarification. On dit juste oui et on espère comprendre plus tard. Carla est entrée juste au moment où le bip du moniteur s'est étiré en cette longue ligne fine qui ne finit jamais. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste laissé la main de Lucille glisser de la mienne comme si c'était elle qui me lâchait. Carla a éteint les machines. Elle n'a pas dit « je suis désolé » ou quelque chose de doux comme ça. Elle s'est juste approchée, m'a tendu une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main nette et soignée de Lucille et a dit qu'elle avait eu de la chance de t'avoir. Je n'osais pas parler. Tout ce que j'aurais dit serait sorti de travers. Trop en colère, trop à vif. J'ai fourré l'enveloppe dans ma veste et je suis sorti comme si j'avais un endroit où aller. Je suis resté assis dans le parking pendant 10 minutes, la voiture en marche, les mains sur le volant, mais sans aller nulle part. Lucille était morte. J'étais le seul à m'être présenté. Je n'étais même pas marié dans cette famille par le sang. Et pourtant, c'est moi qui lui tenais la main. Je n'arrêtais pas de fixer l'entrée de l'ascenseur, me demandant si Avery demanderait même comment sa mère était morte, ou si elle demanderait d'abord si je me souvenais de récupérer le nettoyage à sec pour son dîner de clients. Je suis entré, j'ai laissé tomber mes clés dans le vide-poche, et je me suis assis à la table de la cuisine sans allumer la lumière. Juste la lueur tamisée sous les placards qu'Avery aimait pour l'ambiance. L'enveloppe de Lucille était rigide dans ma main, les bords tranchants comme si elle n'avait pas sa place dans notre maison. La clé en laiton est tombée en premier avec un tintement, propre, froide et plus lourde que ce à quoi je m'attendais.
Elle avait une petite étiquette attachée avec « Logbox RT5, 193 » écrit en lettres capitales soignées de Lucille. La lettre elle-même était courte, pas de fioritures, droit au but, comme si elle ne voyait pas le besoin d'un quelconque préambule sentimental. Elle écrivait qu'elle avait vu qui étaient ses enfants, pas en un instant, mais avec le temps. Ils se sont choisis eux-mêmes, écrivait-elle, et m'ont laissé gérer mon propre déclin. J'ai lu cette phrase 3 fois. Puis est venu le vrai coup de poing. J'ai gardé des dossiers. Les faits, ça ferme les bouches. Ça ressemblait exactement à Lucille, seulement plus froid que je ne l'avais jamais entendu, même dans ses pires jours. Elle m'a dit de faire confiance à Martin Felt et de me faire davantage confiance. Cette partie ne m'a pas semblé juste. C'était comme si elle parlait à quelqu'un d'autre. Je n'étais pas le gars à qui les gens confiaient leur dernière volonté et des garde-meubles. J'étais le gars qui transportait des palettes d'IPA et dont on se moquait au dîner de famille parce qu'il ne portait pas de cravate. J'ai posé la lettre et j'ai regardé le réfrigérateur. Le revêtement blanc brillant qu'Avry avait choisi parce qu'il rendait bien en photo. J'ai entendu ses talons avant de la voir. Des cliquetis secs et saccadés sur l'allée et à travers la porte. Elle est arrivée vers minuit, toujours dans ses vêtements de travail, ressemblant à une publicité pour sa propre agence de design. Elle m'a embrassé sur la joue comme si c'était le protocole et a laissé tomber son sac à main sur le comptoir comme si elle vivait complètement ailleurs. « Comment va maman ?» a-t-elle demandé sans s'asseoir, attrapant déjà un Lacroix. « Elle est décédée à 16h18, ai-je dit. Pas de préambule, pas d'atterrissage en douceur. Juste la vérité. » Avry s'est figé avec la porte du réfrigérateur ouverte, l'air froid bourdonnant contre ses jambes. « Mon Dieu, le timing !» a-t-elle marmonné comme si Lucille avait été indélicate de mourir en pleine semaine. J'ai attendu quelque chose. Une larme, un soupir, une deuxième question. Au lieu de cela, elle s'est retournée et a dit « Nous avons Mercelam qui vient pour une proposition de design vendredi, alors j'ai besoin que tu t'occupes des papiers de l'hôpital. Prends juste tout ce dont ils ont besoin. Je ne peux pas annuler celui-là. » Elle a commencé à parler d'un carrelage de crédence qu'elle avait trouvé à Soho comme si nous ne venions pas de perdre la seule personne dans sa vie qui l'appelait encore, mon bébé, et le pensait. Je n'ai rien dit. L'enveloppe et la clé sont restées pliées dans la poche de ma veste. Elle n'a pas demandé. Je n'ai pas proposé. Elle est montée avant 1h du matin. Je suis resté en bas à relire la lettre sous cette douce lumière jaune de la cuisine. Une phrase m'a frappé plus durement que les autres. Ils n'ont jamais demandé qui j'étais, seulement ce que j'avais. Ça m'a profondément touché. J'avais vu Lucille passer les fêtes à attendre une réponse par texto, je l'avais écoutée trouver des excuses pour sa propre fille quand Avry ne se présentait pas à un rendez-vous de chimio. Et pourtant, Lucille n'est pas devenue amère. Elle est devenue précise, silencieuse, mais délibérée. J'ai pensé à la façon dont elle m'avait appris à faire ses escalopes de poulet. Très fines, poêlées, pas au four. Elle disait qu'Avry avait toujours détesté cuisiner. Toujours détesté l'odeur de graisse sur ses vêtements. Alors Lucille m'a montré à moi. Elle m'a glissé $20 pour l'essence le soir où elle m'a appris. Elle a appelé ça un pot de vin pour ma loyauté et a souri comme si je lui rendais service en étant simplement là. Je n'avais pas pensé à cette nuit depuis des années. Maintenant, elle ne me quittait plus. Avry n'est pas redescendu. Je suis resté assis dans le noir jusqu'à ce que la glace dans mon verre fonde complètement et que la pièce semble plus froide qu'elle n'aurait dû. Vers 1h30, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Tyler. Elle est partie. Il a répondu 20 minutes plus tard avec un seul mot. Brutal et un emoji de crâne. J'ai fixé cet emoji stupide pendant une bonne minute. C'est ce que la mort de sa mère représentait pour lui. Brutal avec un crâne de dessin animé. Si j'avais eu la clé en main à ce moment-là, je jure que j'aurais pu monter dans la voiture et conduire directement jusqu'à la route 5 juste pour sortir de cette maison. Au lieu de cela, je suis resté assis là jusqu'à ce que la glace se transforme en eau, et le seul son était le compresseur du réfrigérateur qui s'allumait et s'éteignait. Le silence dans cette cuisine n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui s'insinue lorsque vous commencez à réaliser que les personnes les plus proches de vous ont cessé de vous voir il y a longtemps. Le lendemain matin, Avry m'a demandé si je pouvais passer au funérarium après mes livraisons, comme si elle m'envoyait au pressing. Je lui ai dit que je m'en occuperais, et je l'ai fait. Mais d'abord,
j'ai conduit jusqu'au garde-meuble lockbox avec cette clé en laiton dans ma main et les mots de Lucille qui tournaient en boucle dans ma tête. Je n'ai même pas pointé. J'ai juste dit à Manny que j'allais déjeuner et je suis monté dans le camion avec cette clé dans ma poche et la voix de Lucille sur mon épaule. Le garde-meuble lockbox était juste à la sortie de la route 5, derrière un centre commercial et un Dunkin'. Facile à manquer si on ne le cherchait pas, mais je ne devinais pas. Je savais exactement où j'allais. L'unité 193 était au bout de la 3e rangée. Impasse. Pas de caméra que je pouvais voir. J'ai glissé la clé comme si de rien n'était. Elle a tourné en douceur. La porte s'est soulevée avec un bruit sec comme une porte de garage avec de mauvais ressorts. Ça ne ressemblait pas à un garde-meuble. Pas de désordre. Pas de pile de vieilles lampes ou d'aspirateurs cassés. L'intérieur était propre. Trop propre. Une chaise pliante. Une de ces chaises en métal beige des sous-sols d'église. 2 classeurs côte à côte. Tout était étiqueté de l'écriture nette et serrée de Lucille. J'ai lu les étiquettes une fois, puis une autre. Banque, médicale, Tyler, Avery, avocat, et puis preuve. Mon estomac s'est noué. C'est celle-là qui m'a achevé. Pas les noms, pas les trucs médicaux. Preuve. On n'étiquette pas un tiroir comme ça à moins de savoir que quelqu'un en aura besoin. Je l'ai ouvert en premier. Tout en haut, il y avait un tableur avec un code couleur. Des lignes de paiement que Lucille avait effectuées au nom d'Avery et Tyler. Facture d'hôpital, remboursement de prêt, même des courses. Chacun marqué, remboursement promis. Presque aucun n'avait été honoré. J'ai feuilleté des relevés bancaires imprimés, des emails, des captures d'écran de Venmo. Le ton de Tyler est passé de « je te rembourse la semaine prochaine » à « je pensais avoir payé ça » à rien du tout. Dans un email, il écrivait « ma faute » après que Lucie lui ait rappelé à nouveau les 22 000 $ qu'elle avait avancés pour le fonds de roulement de sa concession. Un autre dossier concernait entièrement Avery. Des impressions Instagram, un éclairage magnifique, des tables parfaitement dressées, des légendes sur « la famille d'abord » avec Lucille nulle part sur les photos. Puis des textos. Avery disant à Lucille « Maman, ce n'est tout simplement pas ton genre de scène. » Quand Lucille demandait à être incluse à Thanksgiving. Un autre disait « J'essaierai de passer après le cocktail. Peux-tu me réchauffer le dîner ?» Comme si Lucille faisait partie du personnel. J'ai ouvert une enveloppe contenant un enregistreur vocal bon marché, j'ai appuyé sur lecture pour le premier fichier, et voilà. Avery, la voix sèche et impatiente. Tu n'as pas besoin d'être dramatique, a-t-elle lâché. C'est juste un trajet. Lucille a répondu d'une voix douce, presque embarrassée. La chimio me fatigue, c'est tout. Eh bien, alors prends un Uber, a dit Avery. Je suis prise jusqu'à 18 h. La voix de Lucille est tombée à un murmure. D'accord, chérie. Elle avait l'air de quelqu'un habitué à s'excuser d'avoir besoin de quoi que ce soit. Je me suis assis sur la chaise pliante, je l'ai senti grincer sous moi. Ma tête bourdonnait comme si j'avais mis mon doigt dans une prise. Ce n'était pas des broutilles. C'était délibéré, soutenu, froid. Je ne détenais pas seulement des preuves. Je détenais une histoire que personne ne voulait que j'entende. Puis j'ai trouvé l'enveloppe légale. Dernier testament révisé, notarié 2 mois avant le décès de Lucille. J'ai retenu mon souffle en le lisant. Avery et Tyler recevaient chacun un souvenir. Rien de grand. Une broche camée pour Avery, une boîte de photos de famille pour Tyler. Lucille écrivait que le reste de son argent, 62 000 $ et quelques, devait aller à 3 œuvres de charité locale qu'elle soutenait. Puis est venue la ligne qui m'a serré la poitrine. Le reste revient à Dorian, pour des raisons connues de moi et de quiconque prête attention. Voilà, mon nom dans un document légal. Pas de petits caractères, pas d'échappatoire, juste là, comme si je l'avais mérité. Je ne me sentais pas fier. Je me sentais complètement sonné. Attaché au testament, il y avait un autre dossier. Acte de propriété d'un cottage à Holsebrook. Adresse manuscrite sur un post-it. 12 Arbor Lane. Va là-bas d'abord, puis chez Martin. Je n'avais jamais entendu Lucille mentionner un cottage. Pas une seule fois. Elle le possédait depuis 21 ans, et je ne savais même pas qu'elle aimait la plage.
Le dernier dossier était le plus petit. Une pile de bordereaux de dépôt pour un compte à mon nom. Ouvert il y a 3 ans. Tous les 2 ou 3 mois, quelques centaines de dollars. Ça ressemblait à des cartes d'anniversaire, des fêtes. Avec le temps, ça s'était accumulé. Un peu moins de 8 000 $ maintenant. Le post-it sur le devant disait, pour la colonne vertébrale de Dorian. Je savais qu'il en avait une avant lui. Je me suis penché en avant, les mains sur les genoux, et j'ai fixé le sol. Du béton, frais, une légère tache d'huile près de la porte. C'était tout ce qui me maintenait ancré. Ce n'est pas comme ça que les héritages fonctionnent. Pas dans le monde réel. Pas pour des gars comme moi. Lucille ne m'a pas payé pour être bon. Elle a tout documenté parce qu'elle savait qu'il viendrait le réclamer plus tard. Et elle voulait que quelqu'un soit prêt. Elle avait fait de moi son plan de sortie propre. J'ai remis les documents en ordre, les ai glissés dans mon sac de livraison, et j'ai verrouillé l'unité comme si je scellais quelque chose de sacré. Je suis resté assis dans la cabine de mon camion pendant 1 minute, sans conduire, sans appeler personne. J'avais besoin de réfléchir. Puis j'ai ouvert mon application de carte. J'ai tapé 12 Arbor Lane, Holsebrook, et j'ai cliqué sur itinéraire parce que je n'allais pas encore rentrer à la maison. Le GPS disait que j'étais arrivé, mais ça ne m'a pas semblé réel jusqu'à ce que je voie le cottage. Il était niché derrière de hautes herbes de plage et une clôture basse et bancale en bois flotté que quelqu'un avait clairement mise là pour le charme. Pas pour la sécurité. Des dalles menaient à un petit porche où un carillon avant fait de cuillère teintée comme un rire que Lucille aurait pu laisser échapper quand personne ne regardait. L'endroit n'était pas grand. Un étage, bardage gris, garniture blanche, mais il avait l'air solide, habité. Pas la moindre ambiance de « à vendre » en vue. J'ai sorti la clé de ma veste et l'ai glissée dans la serrure. Elle a tourné sans un grincement, comme si elle m'avait attendu. La porte s'est ouverte sur un air qui sentait l'huile de citron et l'eau salée. Propre, chaud et réel. Le genre d'odeur qu'on n'obtient que lorsque quelqu'un se soucie de l'espace dans lequel il se trouve. L'intérieur était comme entrer dans un souvenir de Lucille. Seulement celui-ci avait de la couleur. Ses peintures étaient partout, encadrées sur les murs, appuyées sur des étagères, empilées près de la porte. Des bateaux pour la plupart, des scènes de grand ciel, de fin de journée. D'une petite fille en veste rouge debout sur un quai, le dos tourné. J'ai fixé celle-là pendant un long moment. Je ne reconnaissais pas la fille. Peut-être que personne ne la reconnaissait. Peut-être que c'était le but. Sur la table de la cuisine, il y avait une autre enveloppe, celle-ci plus épaisse. Mon nom était écrit dans les mêmes lettres capitales que précédemment. Je me suis assis pour l'ouvrir, les mains encore rugueuses de la poussière de la route et de la nervosité. La lettre à l'intérieur avait plus de cœur que la première. Plus de feu, aussi. Lucille n'a pas perdu de place avec le chagrin ou les excuses. Elle est allée droit au but. Elle a dit qu'Avery dirait que je l'avais manipulée, que Tyler lancerait des menaces et du jargon juridique comme des bonbons à un défilé. Ils diront que je t'ai isolé, écrivait-elle. Mais ils étaient partis bien avant que tu ne t'assoies sur cette chaise d'hôpital. Elle a joint une lettre du docteur Ingrid Su, une évaluatrice de capacité, neuropsychologue, datée de 6 semaines avant son décès. Elle précisait qu'elle avait pleine capacité cognitive, aucun signe de coercition ou de délire, et qu'elle avait pris ses décisions avec une indépendance délibérée. Lucille avait clairement planifié chaque centimètre de cela, comme si elle savait exactement quel combat allait arriver. Plus bas dans la lettre, elle me disait que ce cottage n'était pas seulement à elle, c'était elle. Elle avant les traitements, avant la culpabilité, avant d'être le travail de quelqu'un d'autre à gérer. Cet endroit me rappelait que j'existais. Utilise-le pour la compagnie, pas pour te cacher. Cette ligne m'a touché. J'ai traversé l'endroit lentement, comme si en bougeant trop vite, je casserais quelque chose. Chaque pièce était chaleureuse, simple, pleine de petits signes que quelqu'un avait aimé y être. Pas d'appareil haut de gamme, pas de carrelage de designer, juste des poils en fonte, une couette décolorée par le soleil, et des piles de carnets de croquis près de chaque chaise. Le placard de la chambre contenait une chose qui m'a coupé le souffle. Une housse à vêtements. Je l'ai sortie, l'ai dézippée à moitié, et j'ai vu un blazer bleu marine suspendu parfaitement sur le cintre. Pas de film plastique, juste du tissu et du poids. Ma taille, pas d'étiquette. À l'intérieur de la doublure,
il y avait un mot, épinglé à la couture avec une épingle de sûreté. Porte ça à la lecture. L'armure n'est pas réservée qu'aux soldats. Je me suis assis sur le lit et j'ai tenu le blazer comme s'il pouvait parler. Puis je me suis levé, je l'ai enfilé, et je me suis regardé dans le miroir en pied de l'autre côté de la pièce. Il n'était pas sur mesure, mais il n'en avait pas besoin. Il tombait assez bien pour me sentir comme une version de moi que je n'avais pas encore rencontrée. Pas le gars qu'Avry regardait avec mépris lors des dîners. Pas l'oublier. J'avais l'air de quelqu'un qui ne fuyait pas les choses difficiles, même si j'en avais toujours envie. Je suis sorti sur le porche et j'ai appelé Martin Felt. Il a répondu à la deuxième sonnerie comme s'il avait attendu. C'est Dorian Hartman, ai-je dit, la voix plus stable que je ne le sentais. Lucille m'a dit de vous appeler. Elle m'a dit que vous le feriez, a-t-il dit. Venez demain à 14h30. Apportez les documents et tout le courage qu'il vous reste. Je ne savais pas si je devais rire ou vomir, mais j'ai dit, je serai là. Et j'ai raccroché. Le soleil baissait lorsque je me suis promené dans le jardin. La pelouse était principalement du sable et de l'herbe clairsemée, mais le long de la clôture, il y avait un parterre surélevé à moitié construit, des barres d'armature dépassant comme des bras au milieu d'un travail. Un piquet se tenait au centre avec un sachet de graines de soucis attaché au sommet avec un élastique. Elle avait prévu de les planter ou avait prévu que je le finisse. Peut-être les deux. À l'intérieur, il y avait un petit bureau niché contre le mur près d'une fenêtre à la peinture écaillée. Un bloc-notes légal était posé au centre, toujours ouvert. Un stylo. Je n'avais pas l'intention d'écrire quoi que ce soit, mais je me suis retrouvé assis à regarder les lignes vides. Et puis j'ai écrit en grosses lettres capitales comme les siennes. Je n'aurais pas honte d'avoir été là. J'ai souligné 2 fois. Puis j'ai fermé le bloc-notes, j'ai accroché le blazer près de la porte d'entrée et j'ai éteint les lumières. Le bureau de Martin Felt se trouvait au 2e étage au-dessus d'un magasin d'appât, un bâtiment en briques avec des fenêtres étroites donnant sur le port. L'intérieur sentait le vieux vernis à bois et le papier. Des photos encadrées de goélettes bordaient les murs, un message silencieux. Je suis là depuis longtemps, et je ne me laisse pas impressionner facilement. Il s'est levé dès que je suis entré, la main tendue, une poignée ferme, les yeux vifs mais pas hostiles. Il a jeté un coup d'œil au blazer et m'a fait un signe de tête comme si nous comprenions tous les deux ce que c'était. Une armure. Asseyez-vous, Dorian, a-t-il dit, montrant la chaise en face de son bureau. J'ai posé les documents de Lucille en une pile nette et je me suis assis. Mes mains sont restées à plat sur mes cuisses pour m'empêcher de gigoter. Martin s'est penché en arrière, les yeux se tournant vers la porte comme s'il savait déjà quel genre d'entrée allait arriver. Avry est entré en trompe 10 minutes en retard, ses talons claquant sur le parquet comme une performance. Des cheveux parfaits, un maquillage frais, un ensemble blazer pantalon de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que tout mon camion. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Elle a juste posé son sac à main, a lissé son revers, et s'est assise de l'autre côté de la table comme si elle avait été convoquée pour une déposition qu'elle pensait gagner. Tyler est entré juste derrière elle, tout gonflé, le col de son polo marine relevé, un faux sourire déjà plaqué sur son visage. Il a serré la main de Martin trop fort comme s'il concluait un marché. « Enchanté de vous rencontrer enfin », a-t-il dit. Sa voix était enjouée, mais ses yeux n'arrêtaient pas de se porter sur le dossier devant Martin comme s'il vérifiait le score avant le coup d'envoi. Martin n'a pas pris la peine de faire des politesses. « Nous sommes ici pour lire le testament de Lucille Hartman », a-t-il dit. Avant de commencer, je veux confirmer pour le dossier que l'évaluation de capacité du Dr Chou a été enregistrée. Lucille Hartman était saine d'esprit, pleinement compétente, et a agi de manière indépendante. Il a fait glisser un dossier vers l'avant et l'a tapoté une fois. Des questions avant que je commence ? Avry a croisé les bras. Je suis sûr que nous en aurons plus tard. Tyler a souri. Allons-y. Martin a attrapé un petit haut-parleur sur le coin de son bureau et l'a fait rouler vers l'avant comme une pièce d'échecs. Vous entendrez une partie de cela de ma part, mais la plupart de Lucille elle-même. Il a appuyé sur play. Sa voix a rempli la pièce, calme, mesurée, sans hâte. Elle a d'abord énuméré ses petits souvenirs, d'un ton presque apologétique. À ma fille Avry, je lègue mon bracelet à breloques et mon regret. Elle a fait une pause assez longue pour que les mots piquent. À mon fils Tyler, je lègue une boîte de photos et mon espoir que tu les regarderas.
Le menton d'Avery s'est relevé, mais sa mâchoire s'est crispée. Tyler s'est agité sur sa chaise, les yeux se plissant comme si on lui avait jeté de l'eau froide. Martin a continué à lire. Le reste de la succession, il a fait une pause, sera détaillé sous peu. L'enregistrement de Lucille a continué. Elle a expliqué en termes simples ce qui était à elle, ce qu'elle avait mis de côté, et ce qu'elle en faisait. Pas de jargon juridique, juste Lucille, se faisant entendre dans une pièce où elle n'était pas vivante pour s'asseoir. Martin a levé les yeux. Pour plus de clarté, la propriété de West Hartford a toujours été au nom de Lucille Hartman. Il n'y a pas de tenance conjointe avec droit de survie. Vous y avez vécu sous sa propriété. Tyler s'est levé d'un bond, la paume à plat sur le bureau. Ce n'est pas vrai. Elle m'a dit. Martin a levé un seul doigt. Asseyez-vous, M. Hartman. C'est vrai, et l'acte est ici. Il a tapoté le document. Tyler s'est assis lentement, les yeux se tournant vers sa sœur comme s'il avait perdu pied. Avery s'est finalement tourné vers moi, les yeux froids. Il l'a manipulé, a-t-elle dit, la voix tranchante comme du verre. Il avait accès. Il l'a isolé. Je n'ai pas bougé. Martin s'est avancé et a appuyé sur play sur un autre fichier. La voix d'Avery est passée, enregistrée clairement. On parlera après ma présentation, a-t-elle dit. La voix de Lucille, petite. Je suis trop fatigué pour conduire, chérie. Puis plus rien. Le silence dans la pièce après l'arrêt de l'audio a semblé comme un rideau qui tombe. Le contexte. A aboyé Tyler. Vous ne prenez que ce qui vous arrange. Martin n'a pas bronché. Il a ouvert un classeur et a sorti des relevés bancaires. Le contexte. Sa voix est restée calme. Voici le contexte. Il a posé les imprimés. Un virement de 22 500 $ à votre concession étiqueté au fonds de roulement fournisseur. Un post-it de Lucille. À rembourser dans 6 mois. 15 mois plus tard, un email de votre part. Ma faute. Et aucun remboursement depuis. Le visage de Tyler est devenu rouge, ses mains se sont crispées en poing sur ses genoux. C'était temporaire. C'était du vol, a dit Martin platement. Et documenté. Puis Martin a ouvert un autre dossier que je ne l'avais pas vu toucher. Il a fait glisser des copies couleur sur le bureau. Madame Cole, a-t-il dit en utilisant son ancien nom de femme mariée. Paiement à Ethan Cole. Note, consultation, recherche de propriété. Et celui-ci, préparation de la maison de maman. Mes oreilles ont bourdonné. Ethan Cole. Mon pote de softball. Le gars qui m'avait aidé à déménager des meubles. J'ai regardé les imprimés, j'ai senti mon estomac se serrer. Martin a continué à parler, mais je l'entendais à peine. Je n'avais pas besoin de son explication tranquille. C'était clair. Avery et Ethan avaient prévu de mettre la main sur les biens de Lucille une fois qu'elle serait installée, quel que soit le code pour cela. Ils avaient préparé leur coup avant même le début du match. Avery a tendu la main vers les copies. C'est une représentation grossièrement erronée. Martin a posé une main légèrement. Pas une menace, juste une limite. Vous pouvez prendre une photo. Vous pouvez la porter à votre avocat, mais vous ne prendrez pas les originaux. La voix de Tyler est devenue basse, laide. Nous vous poursuivons en justice. Tout cela, chaque petit bout, c'est de l'influence indue. Avery a ajouté, vous l'avez isolée. Vous l'avez contrainte. Ce testament ne tiendra pas. On se verra devant un juge. Martin a joint les mains, les yeux sur eux comme s'il avait attendu ce moment. Si vous déposez une plainte, tout devient public, a-t-il dit. Chaque texto, chaque email, chaque enregistrement audio, chaque lettre médicale confirmant la capacité, tout. Il a laissé les mots en suspens. C'est votre décision, sachez juste le coup. La bouche d'Avery s'est ouverte, puis s'est refermée. Tyler a fixé le bureau comme s'il l'avait insulté. Aucun des deux n'a parlé. Martin n'a pas insisté. Il est juste resté assis, stable comme un homme qui avait le temps. J'ai senti le blazer sur mes épaules, lourd mais stable. Pour la première fois depuis la chambre d'hôpital de Lucille, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un se présente.
J'étais déjà là. 3 jours après la lecture, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé un homme en coupe-vent tenant une enveloppe épaisse avec mon nom en grosses lettres noires. Il n'a même pas demandé qui j'étais, il me l'a juste tendue comme si elle ne pesait rien et a dit « Je suis désolé, mec ». Il a regardé par-dessus mon épaule, espérant peut-être que je fermerais juste la porte et que ce serait facile pour nous deux. J'ai hoché la tête une fois. « Ce n'est pas ta faute », ai-je dit et j'ai refermé la porte derrière moi. L'enveloppe était chaude du soleil. Je ne l'ai pas ouverte pendant 10 minutes. Je suis resté assis sur le canapé avec elle sur mes genoux comme une assiette chaude et j'ai juste fixé les coins jusqu'à ce que je sente que je ne faisais que gagner du temps pour moi-même. La plainte faisait 20 pages et se lisait comme une histoire que je n'avais jamais vécue. Il disait que j'avais, volontairement et délibérément isolé Lucille Hartmann, l'avais contrainte à des changements significatifs dans sa planification successorale, et avais exercé une pression financière pour un gain personnel. Cette dernière ligne aurait été hilarante si elle n'avait pas mon fichu nom souligné en gras. J'ai parcouru plus vite alors que mon estomac se retournait. Tout ce dont Martin m'avait prévenu, c'était là, en jargon juridique. Des accusations déguisées en faits, des preuves tordues en suggestions. Chaque fois que j'avais récupéré une ordonnance ou assisté à une visite chez le médecin, maintenant dépeint comme une stratégie, comme si j'avais mené une longue arnaque au lieu de simplement être présent. Avery a commencé à appeler ce soir-là. A laissé le premier message vocal comme si nous étions en négociation. Dorian, tout cela est inutile. Je pense que si nous pouvons tous les deux être raisonnables, nous pouvons résoudre cela discrètement. Le suivant est arrivé 12 heures plus tard, la voix plus tendue, sèche. J'essaie de rester civilisé, mais si tu nous forces la main. Puis finalement, tu regretteras ça. Tu sais que tu le regretteras. Tyler n'a pas pris la peine de parler, il a juste envoyé des émojis de crâne et le mot « voleur » par texto comme s'il avait 12 ans. Je n'ai répondu à aucun des deux. Je n'en avais pas la force. Je suis allé travailler le lendemain matin, j'ai essayé de me concentrer sur les factures et les itinéraires de livraison, mais j'ai manqué un virage en allant à une supérette et j'ai reculé dans un poteau en acier en déchargeant des caisses. Nat, mon patron, m'a pris à part dans l'entrepôt après que j'ai pointé et m'a dit « Dorian, mec, peut-être que tu devrais prendre le reste du mois. Remets un peu de l'ordre dans ta vie. » Il n'avait pas tort. Il n'a pas été cruel non plus. Je lui ai serré la main, j'ai promis de rester en contact, et je suis sorti de là avec mon dernier chèque dans une main et rien d'autre dans l'autre. Ce week-end-là, j'ai emballé les bases, des bottes de travail, des vêtements, les lettres de Lucille, le testament, l'acte de propriété, et j'ai conduit jusqu'à Holsebrook pour de bon. Pas de plan, pas d'annonce, juste un déménagement tranquille loin de la version de moi-même qui attendait que les gens changent. J'avais à peine défait mes valises quand le Hartford Chronicle a publié un article intitulé « Querelle de famille, le gendre d'une designer conteste un testament ». La photo était celle d'Avery souriante dans une robe bleu marine, pas la mienne. Je n'ai même pas eu une mauvaise photo. J'ai eu un nom dans le titre et tout un tas d'opinions d'étrangers. J'ai lu les commentaires jusqu'à ce que j'ai envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. La moitié d'entre eux supposaient que j'étais un pique-assiette fauché qui s'était marié pour l'argent. Un type m'a traité de « croqueur de diamants avec une barbe de 3 jours ». J'ai arrêté de lire après ça. Les gens adorent les histoires compliquées qu'ils n'ont pas à régler. Le cottage était calme de la meilleure des manières. Pas de tic-tac d'horloge. Personne ne demandait si je pouvais aller au magasin ou renvoyer un fichier. J'ai trouvé les journaux de Lucille dans un bac en toile dans le placard à linge. Des dizaines d'entre eux. Des cahiers à spirale bon marché avec des autocollants de couleurs sur les côtés. Elle n'écrivait pas de poésie ou de longs essais, juste de petites choses. Mardi, l'ampoule au-dessus de l'évier a grillé. Dorian l'a réparée. Je n'ai pas eu à demander 2 fois. Café avec Rose. Elle a dit que mes cheveux étaient beaux. J'ai dit que c'était une perruque. Nous avons ri. Dîner. Escalope de poulet. Entendre le merci me manque toujours. Ces entrées ont débloqué quelque chose en moi. Celles qui m'ont le plus touché n'étaient pas sur ce qu'elle avait perdu. Elles portaient sur ce qu'elle avait remarqué et gardé pour elle. Dans l'un des carnets de croquis nichés entre les journaux, j'ai trouvé un diagramme qui ressemblait à un puzzle. Un dessin du jardin, des flèches de la vieille remise à un endroit marqué, studio, une autre vers un carré étiqueté, table à thé, puis verre, outils, puis, voisin sans rien à faire.
Lucille avait dessiné un endroit avant même d'en avoir parlé à voix haute. J'ai commencé à l'imaginer, pas grand ou chic, juste un endroit où les personnes âgées qui étaient négligées pourraient venir réparer des choses, ou les casser, ou simplement s'asseoir avec une tasse de café léger et être rappelé. Ce soir-là, je me suis tenu au bord du jardin avec une lampe de poche et j'ai regardé le cadre qu'elle avait commencé pour ce parterre surélevé. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait mis en mouvement avant de mourir. Silencieusement, sans fanfare. J'ai décidé sur le champ que si je m'en sortais au tribunal sans tout perdre, je le construirais. Je l'appellerais l'atelier de Lucille. Pas de slogan, pas de formulaire d'adhésion, juste une longue table, une cafetière, et peut-être un tableau d'affichage où les gens pourraient épingler des anniversaires, des photos et des noms qu'ils ne voulaient pas oublier. Ethan m'a envoyé un message après minuit. Son nom a illuminé mon écran comme une erreur. Mec, ce n'est pas ce que tu crois. C'est ce qu'il a écrit. Pas d'excuses, juste une dérobade. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas laissé la confirmation de lecture passer parce que ça ressemblait à de la trahison et c'était suffisant pour couvrir la plupart des choses. Le lendemain matin, Martin a appelé. Sa voix était calme comme toujours. La première audience a été fixée, a-t-il dit. New London, dans 2 semaines. Ne sois pas en retard. Je serai là, ai-je dit. Tu n'as pas à aimer ça, a-t-il ajouté comme s'il lisait dans mes pensées. Tu dois juste être là. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà commencé à dessiner les dimensions du bois pour un long établi. Je n'ai pas mentionné que j'avais imprimé un modèle de flyer qui disait juste « l'atelier de Lucille ». Café, discussion, projet. Tous sont les bienvenus. J'ai juste dit « oui, j'ai compris ». Et j'ai raccroché. Le palais de justice de New London ressemblait à un endroit où les mauvaises nouvelles étaient distribuées dans des enveloppes et le couloir sentait le café brûlé il y a 2 heures. Je portais le blazer, pas pour la frime, mais parce que Lucille m'avait dit de le faire. L'armure n'est pas réservée qu'aux soldats. Je me suis dit que si je devais entrer dans cette salle d'audience avec des gens qui pensaient que j'étais un voleur, autant avoir l'air de quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. La salle d'audience 4B était plus bondée que je ne l'avais prévu. Des journalistes au dernier rang, quelques personnes de l'ancienne église de Lucille. Un type du Chronicle qui griffonnait des notes sur un bloc-notes légal comme si c'était un drame captivant. Pas la fin de la vie d'une femme traînée dans la paperasse. La juge Alvarez était assise en hauteur, les cheveux argentés attachés en arrière, les lunettes basses sur son nez. Elle avait l'air d'une directrice de lycée qui avait renvoyé assez d'enfants pour s'être battue pour repérer les ennuis avant qu'ils ne commencent. Martin s'est penché et a dit « Ne réagis pas à moins que je ne le dise. Garde simplement tes mains sur la table et tes yeux sur moi. » J'ai hoché la tête une fois. Avery et Tyler étaient assis de l'autre côté de l'allée, tous deux habillés comme des politiciens, sombres, polis, préparés. Leur avocate, Paula Jean, avait la voix de quelqu'un habitué à facturer à l'heure. Elle s'est levée tout de suite et a commencé à parler comme si nous étions tous dans la mauvaise pièce. « Votre honneur » a-t-elle dit. Cette affaire concerne la manipulation, pas l'héritage, une personne âgée vulnérable poussée par un homme ayant un mobile, un accès et un manque de surveillance. La juge Alvarez a haussé un sourcil. Vous parlez de M. Hartman? Oui, votre honneur. Dorian Hartman, un livreur sans formation juridique, sans qualification de soignant, et sans lien de sang avec Madame Lucille Hartman. Martin n'a pas bougé d'un muscle, il l'a juste laissé parler. M. Hartman s'est immiscé dans la vie de Lucille au cours de sa dernière année. Il était présent à sa mort. Il a pris le contrôle de son courrier, de son accès, de ses finances. Ce testament a été révisé quelques semaines seulement avant son décès, excluant ses enfants biologiques et accordant à M. Hartman, encore une fois un gendre, le contrôle de sa succession. Elle a fait une pause, puis a ajouté, il y a un schéma clair d'isolement et d'influence indue. La juge Alvarez n'a pas bronché. Et vos preuves? Nous le démontrerons par des enregistrements de messages, l'absence de dons antérieurs, et le changement de langage dans le testament révisé de Madame Hartman. Martin s'est finalement levé. Il se déplaçait comme quelqu'un qui avait le temps. Pas lentement, juste sûr de lui. Votre honneur, commençons par les dossiers médicaux de Lucille Hartman. Voici un rapport du docteur Ingrid Chou daté de 6 semaines avant le décès de Lucille, confirmant sa pleine capacité et sa conscience, signé, attesté et notarié.
Il l'a passé à l'huissier, qui l'a remis à la juge. Elle l'a feuilleté sans un mot. Martin a continué, ensuite, nous avons des enregistrements audio, tous pris avec le consentement de Lucille. Elle a demandé qu'il soit fait au cas où ce moment précis arriverait. Il a cliqué sur un bouton du petit haut-parleur sur le bureau. La voix de Tyler a retenti, forte et claire. Je ne peux pas passer, maman. Léger joue. C'est un match de division. Repose-toi, d'accord. La voix de Lucille, à peine plus qu'un murmure. D'accord, chérie. Martin a laissé cela en suspens, puis est passé au suivant. Avery, je ne peux pas t'emmener déjeuner, maman. Ça ne fait pas très pro pour mes clients de voir un déambulateur à table. Je passerai demain. D'accord, Lucille, je comprends. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas grave. Martin a ensuite présenté les relevés bancaires, des graphiques, des chèques imprimés, des textos surlignés. Pièce C, a-t-il dit, est un enregistrement de 22 500 $ prêté à Tyler Hartman, étiqueté au fonds de roulement fournisseur avec un remboursement attendu de 6 mois. 15 mois plus tard, Tyler a écrit, et je cite, « Ma faute. Aucun remboursement n'a été effectué. » Tyler s'est penché vers Paula et a chuchoté quelque chose de chaud et rapide. Elle l'a repoussé d'un geste de la main. Martin a continué. Pièce D. Capture d'écran Venmo, paiement d'Avery Cole, puis Hartman à Ethan Cole. Les notes incluent consultation, recherche de propriété, et une qui dit préparation de la maison de maman. Il a levé les yeux. C'était pendant que Lucille était encore en vie, encore compétente, demandant encore à sa fille de la conduire à la chimiothérapie. Paula s'est levée en essayant de s'opposer. Ces captures d'écran manquent de contexte. La juge Alvarez l'a interrompue. Elle semble assez claire. Avez-vous des preuves suggérant le contraire? Elle n'a pas répondu. Martin est retourné au haut-parleur une dernière fois. Dernière pièce, une vidéo enregistrée dans ce bureau. Lucille est apparue sur le petit écran, assise droite, les cheveux couverts d'un foulard, le visage pâle mais les yeux vifs. Si quelqu'un regarde ça, a-t-elle dit, cela signifie que je suis parti et qu'ils essaient de défaire ce que j'ai choisi. Elle a regardé directement dans l'objectif. Dorian ne voulait pas de mon argent. Il voulait que je compte. Mes enfants voulaient que je disparaisse quand j'étais un inconvénient. Alors, j'ai fait des choix. S'ils sont en colère, ils peuvent être en colère, mais j'espère qu'ils seront aussi assez silencieux pour entendre la vérité. La salle d'audience est devenue complètement silencieuse. Pas de raclement de gorge, pas de bruissement de papier. Juste ce genre d'immobilité que les gens ont quand il n'y a plus rien à prétendre. La juge Alvarez est restée assise un instant, puis a baissé les yeux sur ses notes. Maître Jean, 2 questions. Paula s'est redressée. Oui, votre honneur. Lucille Hartman a-t-elle été légalement déclarée incompétente à un moment donné? Non, votre honneur. Avez-vous des documents signés et datés indiquant que M. Hartman? Non, votre honneur. Alors je serai brève. Elle a levé les yeux, ses lunettes glissant légèrement. Ce tribunal juge le testament valide. La capacité était saine. Aucune preuve de coercition ou d'influence indue. M. Hartman a agi dans le respect de ses droits légaux. S'il y avait une section dans le droit des successions pour la lâcheté filiale, je pourrais l'ajouter. Mais il n'y en a pas. Elle a frappé le marteau une fois. C'est terminé ici. À l'extérieur du tribunal, les appareils photo crépitaient comme des criquets. Tyler m'a frôlé sur le trottoir et a sifflé. Espèce de serpent. Tu nous as ruinés. Avery, debout près d'un journaliste, a dit assez fort pour les microphones. Il a instrumentalisé le deuil. C'est ce qu'il a fait. Je n'ai regardé aucun des deux. Je suis allé à mon camion, j'ai démarré le moteur et je n'ai expiré que lorsque j'étais hors du centre-ville. Le lendemain matin, j'ai demandé le divorce. Martin avait déjà structuré l'héritage comme une propriété séparée dans le langage de Lucille. Propre, intouchable. L'avocat d'Avery a essayé de bomber le torse, a dit que nous pouvions négocier les termes. Cela s'est arrêté net lorsque Martin a proposé de présenter les transcriptions des messages vocaux comme preuve. Ethan m'a envoyé un long texto. Quelque chose sur les limites
les signaux contradictoires et la pression de la proximité. Je les bloquais sans répondre. Je ne cherchais plus d'explications. Certains mots signifiaient simplement ce qu'ils signifiaient. La trahison ne vient pas avec des notes explicatives. J'ai passé les mois froids avec un marteau dans une main et le carnet de croquis de Lucille dans l'autre. Le cottage est resté calme, le chauffage bourdonnant doucement à travers les plaintes, et j'ai travaillé à l'arrière dans la remise avec des gants sans doigts et un chauffage au propane qui vrombissait comme un réacteur d'avion. Ce n'était pas chic. Je n'essayais d'impressionner personne. J'ai dégagé l'espace, réparé le toit et ajouté des étagères avec du bois de récupération de la décharge derrière la quincaillerie. J'ai construit un long établi avec de vieilles planches de cèdre et je l'ai mis à niveau avec des pièces de monnaie sous les pieds, comme Lucille le faisait quand une table chancelait. J'ai monté un panneau perforé, j'ai accroché des marteaux, des tournevis et un niveau sans bulle. J'ai acheté une cafetière à une brocante d'église pour 5 $ et j'ai installé un coin avec des tasses dépareillées et une boîte de sucre qui faisait des grumeaux dans le froid. J'ai trouvé 6 chaises pliantes chez Godwill et j'ai frotté la rouille des charnières jusqu'à ce qu'elles arrêtent de grincer. Puis j'ai planté une pancarte manuscrite au bord de la route avec des clous de toiture. L'atelier de Lucille, café, discussion, petit projet, pas d'horaire, pas de prix, pas de promesse. Ce premier samedi, je m'attendais à le passer seul. Peut-être poncer un cadre photo ou réparer la poignée cassée de la porte arrière juste pour occuper mes mains. Mais vers 9h30, une vieille camionnette rouge s'est arrêtée lentement, en est sorti Walt Brigg, 71 ans, la barbe grise jusqu'à la poitrine et les mains comme de la corde tordue. J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'une autre paire de mains calleuses, a-t-il dit, tenant une boîte à outils plus vieille que moi. 20 minutes plus tard, Mabel Esposito a frappé, tenant un plateau en bois fissuré et un paquet de biscuits au sucre. Elle m'a dit qu'elle avait été cantinière pendant 34 ans et que le bruit des gens lui manquait. Jean est arrivé en dernier. Il n'a pas dit grand-chose, a juste hoché la tête une fois, est entré et s'est assis près de la fenêtre avec un tabouret cassé et un bloc de ponçage comme si c'était déjà le sien. Nous avons passé 3 heures à réparer une chaise bancale que quelqu'un avait laissée près du bureau de poste, nous avons bu du café léger, parlé de rien qui faisait l'actualité. Mabel a raconté l'histoire d'un élève de 4e qui avait essayé d'échanger un plateau repas contre les clés de sa voiture. Walt m'a appris à épicer 2 types de cordes et à plaisanter en disant qu'un bon ne pouvait survivre à un homme mauvais. J'en ai pas parlé, mais il a ri une fois quand Walt a trébuché sur la rallonge, et ça comptait pour quelque chose. Quand Mabel est partie, elle m'a serré fort dans ses bras et a dit, « Je n'ai pas utilisé mes mains de tout l'hiver. » Ça m'a marqué plus que je ne l'aurais cru. Le samedi suivant, 5 personnes sont venues. Celui d'après, 8. En avril, nous avions 12 habitués. Certains apportaient des outils, d'autres des chaises. La plupart apportaient des histoires et des choses qui avaient besoin d'être réparées. Des lampes, des cadres cassés, une vieille boîte à bijoux avec une charnière cassée. Les gens apportaient ce qu'ils avaient. Ils apportaient aussi des paquets de graines, des bocaux de vis, des boîtes à biscuits pleines de quincailleries mystérieuses, des choses qu'ils ne pouvaient pas jeter mais ne savaient pas quoi en faire. Je gardais un carnet sous la cafetière et j'écrivais des lignes quand je me souvenais de le faire. Jean a poncé une planche comme si elle l'insultait. Walt m'a appris une meilleure façon de nouer de la ficelle. Mabel a dit que ses articulations lui faisaient moins mal quand elle riait. Le Hartford Chronicle est revenu pour un article de suivi. Cette fois, le titre était plus gentil. Un gendre construit un endroit que sa belle-mère aurait adoré. J'ai encore grincé des dents en le lisant, mais l'article n'était pas mauvais. Il citait Walt disant, « Ce n'est pas une thérapie, mais ça marche. » Mabel a dit que nous avions le meilleur café du littoral, ce qui était un mensonge éhonté, mais elle l'a dit avec un sourire. Des appels ont commencé à arriver d'autres villes, Groton, Killingworth, même un de Providence, demandant comment démarrer quelque chose de similaire. Je n'avais pas de kit ou de processus. J'ai juste dit, commencez avec une table, puis écoutez. Un mercredi après-midi, Avri s'est présentée. Elle s'est garée dans le gravier comme si elle était en retard pour un appel Zoom. Pantalon de ville, manteau ajusté, cheveux parfaits, des talons qui n'avaient rien à faire près de la terre. Je l'ai rencontrée à mi-chemin de l'allée. Je suis venu faire amende honorable, a-t-elle dit. L'amende honorable commence par la vérité, ai-je dit. Pas par des séances photos. Elle a regardé par-dessus mon épaule vers l'atelier. J'ai juste pensé que je pourrais peut-être faire partie de l'histoire maintenant. J'ai hoché la tête lentement.
Tu aurais pu faire partie de l'histoire il y a longtemps. Elle a déplacé son sac à main. Ce n'est pas juste. J'étais occupé. J'avais des clients. J'étais occupé aussi. Je me suis présenté quand même. Son sourire a vacillé. Tu es en colère. Je suis honnête, ai-je dit. As-tu remboursé quoi que ce soit à la succession de Lucille? Son visage s'est raidi. Cela semble punitif. Alors nous avons terminé ici. Elle n'a pas touché un outil, n'a pas enlevé son manteau, elle est juste restée là assez longtemps pour réaliser que je n'allais pas m'adoucir, puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture. Ses talons étaient bruyants sur les planches du Porsche en partant. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une ligne de Tyler. Pouvons-nous redevenir une famille? Je n'ai pas répondu. Pas par dépit, pas pour marquer un point. Je ne comptais plus les points. Je tenais mes promesses. À peu près à la même époque, une femme nommée Claire a frappé à la porte de l'atelier pendant le nettoyage. Elle a dit qu'elle était une assistante sociale de Middletown. Elle avait lu des articles sur nous et a demandé si elle pouvait faire du bénévolat 2 après-midi par semaine. J'ai demandé, vous savez que nous ne payons pas, n'est-ce pas? Elle a souri et a dit, bien. Je n'aime pas la paperasse de toute façon. Nous avons collé un post-it sur le mur qui disait, Claire coordinatrice, et nous nous sommes remis au travail. Le matin du mémorial, je me suis réveillé avant le soleil, j'ai enfilé le même blazer bleu marine que Lucille m'avait laissé, et j'ai installé des chaises pliantes sur la pelouse comme si nous nous préparions pour un mariage dans le jardin. Claire a apporté de la limonade et une grande boîte de biscuits à l'avoine. Walt est arrivé avec son petit-fils et un pack de 6 ginger ale. Mabel portait un chapeau de soleil décoré de pinces à linge. Elle a dit que ça lui donnait un air artistique. Jean est arrivé tôt et a essuyé chaque banc avec de l'huile de citron avant même que je puisse le demander. À midi, nous avions près de 90 personnes dispersées dans la cour, de l'avant à l'arrière. Certains ont apporté des fleurs, d'autres des outils. Quelques-uns sont juste venus avec une présence silencieuse, comme s'ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit. Ils avaient juste besoin d'être là. Je me suis tenu à l'avant de la remise, les mains dans les poches, regardant la foule s'installer sur leur siège. Quelques personnes m'ont fait un signe de tête comme si je devais dire quelque chose. Je ne suis pas un type à discours. Jamais été. Mais je me suis raclé la gorge et je me suis avancé quand même. Je n'ai pas une histoire sophistiquée, ai-je dit. Je veux juste dire que Lucille ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle pour être morte. Elle voulait être vue pendant qu'elle était encore en vie. Les gens se sont agités sur leur siège, les yeux levés. Je les ai regardés, puis j'ai baissé les yeux sur mes mains. Voir les gens, c'est du travail, ai-je dit. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un bouton j'aime. C'est se présenter quand ce n'est pas pratique. C'est se souvenir de comment quelqu'un prend son café. C'est demander comment il se sent et écouter toute la réponse. Personne n'a applaudi, ce qui était une bonne chose. Je ne voulais pas de pause. Je voulais le silence qui signifiait qu'il comprenait. Après, un professeur de l'université du Connecticut nommé Dr. Patel est venu me voir en pantalon kaki et en basket, tenant un carnet. Ce que vous faites ici, a-t-il dit, correspond à tout ce que nos recherches continuent de manquer. C'est ce dont les gens ont besoin, un endroit où ils peuvent se sentir utiles, pas gérés. Il m'a demandé si je voulais parler à une conférence sur la santé communautaire à l'automne. Je lui ai dit que je n'étais pas un grand orateur. Il a souri et a dit, vous venez de prouver le contraire. Je ne lui ai rien promis, mais je n'ai pas dit non plus. Vers la fin de l'après-midi, le petit-fils de Walt m'a tiré par la manche et m'a tendu un dessin au crayon sur du papier de construction. Il montrait l'atelier, large et lumineux, avec des gens assis à une longue table. En haut, en grosses lettres tordues, il était écrit « La maison des réparations de M. Dorian. » J'ai ri. Tu sais, c'est mieux que ce que j'avais, lui ai-je dit. Il a souri comme s'il venait de renommer une planète. Puis j'ai vu quelqu'un debout au bord de la foule, Tyler. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir, les cheveux plus longs, les épaules plus petites. Il tenait une vieille boîte à outils en métal comme si elle pesait plus qu'elle ne le devrait. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste approché de moi et a demandé, « Tu as besoin d'aide pour peindre ce banc ?» Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai juste regardé la boîte à outils, puis lui, et j'ai hoché la tête. Ouais, ce serait bien. Nous avons peint en silence pendant un long moment. Je lui ai tendu un pinceau. Il n'a pas posé de questions, n'a pas fait de blagues, il a juste travaillé. Après 2 heures, quand le banc était sec et que le soleil était descendu derrière les arbres, il a sorti un chèque de banque plié de sa veste et l'a posé sur la table sans me regarder. J'ai vendu les jet skis, a-t-il dit. Ce n'est pas tout, mais c'est un début. Je n'ai pas dit merci. Je ne lui ai pas serré la main. J'ai juste hoché la tête une fois et j'ai repris le pinceau. C'était suffisant. Abri ne s'est pas montré. Plus tard dans la nuit, j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un email proposant de gérer l'esthétique de l'atelier, aider, élever son impact grâce à un branding professionnel. Je l'ai lu 2 fois et je ne savais toujours pas ce que la moitié des mots signifiaient dans ce contexte. Je l'ai fermé sans répondre. L'atelier n'avait pas besoin de branding. Il avait besoin de chaises qui ne vacillaient pas et de gens qui pensaient ce qu'ils disaient. Après le départ des derniers invités et que la boîte à biscuits était à moitié vide, je me suis assis sur les marches arrière avec une tasse de limonade tiède, regardant le crépuscule s'installer. L'année avait commencé dans une chambre d'hôpital et s'était terminée ici, sur un sol solide, dans un endroit construit avec des mains, du vieux bois et des promesses tenues. Claire est sortie avec sa veste et a dit « Groton est prêt ». Le centre communautaire a demandé si nous pouvions passer la semaine prochaine. Peut-être parler de la mise en place d'un atelier là-bas. J'ai souri, j'ai siroté ma boisson. Nous apporterons du café, des vis supplémentaires, tout ce que nous avons. Quand la cour est devenue silencieuse, je suis retourné à l'intérieur, j'ai décroché le bracelet à breloques de Lucille du crochet près de la porte, et je l'ai touché une fois, de la façon dont on tape sur une sonnette sans réfléchir. Je ne prie pas beaucoup, mais j'ai dit « merci ». 2 étés plus tard, j'étais assis à une table pliante dans le sous-sol d'une église à Montville, en face de 12 personnes tenant des presse-papiers et des tasses de café, tout hochant la tête comme si je venais d'expliquer quelque chose d'utile. J'avais déjà fait cette présentation 6 fois. Mais ça me semblait toujours bizarre d'être appelé un « fondateur de communauté », comme si je portais un badge ou avais une sorte de certificat. Je me sentais toujours comme le même gars qui empilait des fûts à 6 heures du matin et pensait que le bénévolat signifiait déménager le canapé de son cousin. Je ne suis pas ici pour vous vendre un programme, ai-je dit. Vous avez besoin d'un espace, d'une table, et de quelqu'un prêt à continuer à se présenter. C'est tout. Le reste, vous le découvrirez. Ils ont posé de bonnes questions. Assurance, conformité au code, décharge de responsabilité, et j'ai répondu du mieux que je pouvais. Claire s'occupait généralement de cette partie, mais elle s'était fait mal au dos en déplaçant du paillis sur le site de Groton, alors j'étais en solo. La fondation que nous avons créée n'était pas sophistiquée. C'était un Google Doc, un compte courant et une mission, un atelier dans chaque comté qui en voulait un. Pas de frais, pas de branding, juste de la sueur, du café, et quelqu'un qui tenait un carnet pour que les petites victoires ne soient pas englouties par le monde extérieur. Docteur Patel nous a aidés avec une demande de subvention. Je n'arrêtais pas de l'interrompre tous les 2 paragraphes pour demander « Peut-on dire ça en français courant ?» Il a ri les premières fois. Puis il a commencé à tout écrire comme si c'était destiné à quelqu'un qui n'avait jamais été à une conférence, ce qui était le but. Nous avons gardé le nom de Lucille sur le papier à en-tête. Ce n'était pas négociable. Une nuit de mai, j'ai reçu un appel d'un numéro du Vermont. J'ai failli ne pas répondre. Puis je l'ai fait. C'était Ethan. Il a dit qu'il avait déménagé dans le Nord, s'était ressaisi, avait quitté l'immobilier. J'étais un gâchis, a-t-il dit. Je le suis encore un peu. Puis il a fait une pause. Je sais que je ne mérite pas grand-chose, mais je veux m'excuser. Sans condition, sans rien demander. Je voulais juste le dire. J'ai attendu une seconde, puis j'ai dit, je crois aux actes, pas aux discours. Il n'a pas discuté. Une semaine plus tard, la fondation a reçu un don de $500, d'un nom que je connaissais. Pas de mots. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine pendant une journée. Puis, je l'ai déposé et j'ai utilisé l'argent pour acheter une raboteuse d'occasion et une meilleure cafetière. Les gens ont d'abord remarqué le café, puis ils ont remarqué la raboteuse. Tyler n'a jamais dit désolé, pas directement, mais il a continué à se présenter. Le samedi surtout, il apportait des beignets, distribuait du papier de verre,
rappelait aux gens de vérifier leur coupe. Une fois, il a réparé un tiroir pour une femme qui vivait à 2 villes de là, et elle lui a dit « Vous avez le sourire de votre mère ». Il n'a pas répondu, a juste hoché la tête et s'est essuyé les mains sur son jean. C'était aussi proche de la croissance que certains hommes peuvent l'atteindre. Ça comptait. Avery a envoyé une lettre, 5 pages, recto verso, manuscrite. Elle a blâmé le marché, leur éducation, les attentes de leurs cercles sociaux. Ça se lisait comme un bulletin météo qui avait oublié de mentionner la tempête qu'elle avait créée. Je n'ai pas répondu. Certaines portes sont mieux fermées et scellées avec des clous. Le jour où nous avons ouvert notre 4e site partenaire à New Canaan, une femme d'environ 80 ans m'a tendu une photo. Lucille assise sur une chaise pliante à un pique-nique d'église en 2002, tenant une assiette en polystyrène et souriant comme si quelqu'un venait de lui dire un secret. Elle m'a tenu la main quand mon mari est mort, a dit la femme. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai pris la photo et je l'ai scotchée sur le côté de la caisse enregistreuse. Elle y est restée. Les gens me demandent parfois à quoi ressemble la justice. Je leur dis que ce ne sont pas les gros titres, les jugements ou la vengeance. C'est ça, un endroit où les gens se présentent et repartent meilleurs qu'ils ne sont arrivés. Et ceux qui ont essayé de vous rabaisser, ils doivent vivre avec le fait que vous avez construit quand même. À la fin de la journée, quand je ferme, je touche le bracelet à breloques suspendu près de la porte et la manche du blazer à côté. Et à chaque fois, j'entends à nouveau la voix de Lucille, l'armure n'est pas réservée qu'aux soldats. Elle avait raison. Je n'ai pas gagné d'argent. J'ai regagné ma vie. Si votre famille avait abandonné un parent mourant, couperiez-vous les ponts ou pardonneriez-vous? Laissez un commentaire.